Bonjour à toutes et à tous. Je mets le petit chrono, du coup, parce que moi, je suis pas sûre de respecter le temps imparti. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi pour l'organisation. Donc, je suis docteur en sciences politiques et j'ai travaillé dans ma thèse sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En tout cas, c'est une partie de ma thèse. Donc, voilà, ça fait un petit moment que je m'étais pas replongée dans le manuscrit. Alors, c'était avec bonheur, enfin plus ou moins de bonheur, que je suis retournée dans mes chapitres de thèse. Et j'avoue que ça a été un petit peu difficile de retranscrire dans 20 minutes de présentation l'équivalent d'environ 2 chapitres de environ 80 pages. Donc, je vais essayer de le faire. Et en fait, cette communication, elle s'inscrit dans la continuité de ce que nous a présenté Léo tout à l'heure, et pas uniquement dans la continuité historique, puisque je vais me placer un petit peu plus dans une période plus récente, mais aussi parce qu'on a finalement des questionnements qui sont relativement proches, en tout cas pour ce qui est de finalement l'influence de l'institutionnalisation d'une politique, d'une catégorie d'action publique sur des pratiques éducatives, sur des acteurs. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence de l'institutionnalisation d'une politique d'innovation pédagogique au ministère de l'Éducation et de cette influence sur des pratiques pédagogiques expérimentales d'enseignants et de militants pédagogiques issus d'éducation nouvelle et d'éducation populaire. Donc l'idée, elle est vraiment là, c'est de questionner l'effet finalement des politiques publiques sur des pratiques d'acteurs et des pratiques de militantisme pédagogique. En fait, ça s'inscrit aussi dans un questionnement un petit peu plus large qui est celui de l'historiographie de l'éducation nouvelle, puisque on va placer plus ou moins l'âge d'or de l'éducation nouvelle après la Seconde Guerre mondiale et son déclin à partir des années 70-80 pour plusieurs raisons politiques et puis pour l'émiettement des alternatives, des facteurs politiques institutionnels, etc. Mais l'historiographie se concentre peut-être un peu moins sur ce qui se passe après les années 80 et sur les années 90. Et c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. Donc quand je parle de continuité historique avec Léo, c'est parce que je vais me focaliser sur une partie de ma thèse qui porte principalement sur le tournant des années 80 aux années 2000. Dans ma thèse, je propose un cas d'étude historique et c'est aujourd'hui ce dont je vais vous parler, qui est celui de la Villeneuve de Grenoble et de ses écoles et collèges expérimentaux. Donc je ne sais pas si vous connaissez, je vous le présente rapidement. Ce quartier de la Villeneuve de Grenoble, c'est un quartier qui a été construit au lendemain de mai 68, dans le contexte d'une municipalité de nouvelle gauche, acquise aux idées autogestionnaires, avec beaucoup d'acteurs issus d'éducation populaire. Et ce quartier a été construit avec une architecture qui se voulait performative, favoriser les liens sociaux, la participation des habitants et permettre l'ouverture de 5 groupes scolaires et d'un collège qui soient expérimentaux et où l'on puisse mener des expériences pédagogiques. Avec donc ce statut qui protégerait les enseignants, leur permettrait vraiment d'expérimenter une autre école. Donc ce quartier a attiré toute une série de militants pédagogiques issus de différents mouvements. Alors beaucoup d'éducation populaire, les éclaireurs, les Francas, etc. Puis aussi du mouvement Freinet, du groupe français d'éducation nouvelle, et puis aussi de syndicats enseignants plutôt minoritaires, écoles émancipées, etc. L'intérêt d'étudier et de vous parler de cette expérience aujourd'hui, il est multiple en fait. Le premier intérêt que j'y ai vu, c'est que c'est une expérience qui a duré plus de 3 décennies. Donc en fait, à la différence des autres expériences pédagogiques qu'on a pu connaître et qui se sont multipliées dans les années 70, celle-ci a passé le cap des années 80 et donc elle a duré jusqu'au début des années 2000. Et puis, ça permet aussi d'étudier l'engagement de ces enseignants sur la longue durée, puisqu'en fait, une partie des enseignants qui sont arrivés dans les années 70 dans ce quartier, ils sont restés assez longtemps. Pas tous, évidemment, il y a eu un certain turnover, mais le noyau dur des militants pédagogiques est resté jusqu'à la retraite, en fait, dans les années 2000. Mais l'expérience de la Villeneuve de Grenoble, elle va connaître un déclin, ou en tout cas certaines désillusions et déconvenues au tournant des années 80-90. L'idée, c'était de questionner qu'est-ce qui a favorisé ce déclin, mais en se focalisant sur un aspect, un facteur particulier. Donc, je dis pas que c'est le seul qui a contribué à ce déclin, mais en tout cas, j'explore un petit peu comment les politiques publiques à cette époque-là, elles vont
favoriser la disparition des pratiques pédagogiques expérimentales, mais aussi des pratiques militantes qui s'accompagnaient et qui étaient étroitement liées aux pratiques pédagogiques expérimentales de ces acteurs-là. Donc, mon hypothèse ici, c'est qu'en se centrant sur ce tournant des années 80 aux années 2000, on va pouvoir commencer à observer les liens entre les transformations de l'action publique éducative et en particulier la naissance de cette politique d'innovation et puis les transformations des pratiques des acteurs et des pratiques des enseignants. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait une forte continuité quand même avec les questionnements de Léo, puisqu'on est finalement sur les mêmes questionnements entre institutionnalisation d'une politique d'un côté et transformation des pratiques de l'autre. Donc, je vais essayer d'être assez claire sur le déroulé de la communication, puisque vous l'avez pas sous les yeux. En tout cas, l'idée, c'est dans une approche qui essaye vraiment de s'intéresser aux militants ordinaires, donc sortir un petit peu des aspects institutionnels de l'éducation nouvelle ou de l'éducation populaire, mais s'intéresser à cette sociologie des militants de l'éducation nouvelle, des militants des écoles expérimentales, voir comment ceux-ci se mobilisent au jour le jour pour défendre leur modèle éducatif et comment comment ils ont dû s'adapter en fait avec la naissance de nouvelles politiques publiques. Donc je mobilise des concepts comme la notion de répertoire d'action collective, donc qui est un concept emprunté à Charles Tilly, mais j'utilise de manière assez souple pour désigner en fait toutes les ressources et tout ce qui est le stock. Alors pour reprendre son expression, c'est le stock limité de moyens d'action qui est à la disposition des groupes contestataires. Donc ici, c'est le stock de moyens d'action des militants qui étaient à leur disposition et comment, en fait, ce stock de moyens d'action, il est contraint, il est réorienté par les politiques d'expérimentation et d'innovation. Ma méthodologie, elle repose sur 2 enquêtes socio-historiques dans ma thèse. Donc, il y a une enquête qui porte à proprement parler sur l'histoire des écoles et du collège expérimental de la Villeneuve. Donc, ici, entre les années 90 et 2000. Et puis, une enquête qui porte sur la politique nationale d'innovation et d'expérimentation pédagogique. Donc, il y a 2 types de sources. Il y a une partie plutôt d'entretien, biographique avec les enseignants militants de la Villeneuve. Donc, c'est une trentaine d'entretiens environ. Et puis, ces témoignages sont mis en perspective avec une enquête archivistique, donc des archives publiques sur la construction de la politique nationale d'innovation, mais aussi toute une série d'archives publiques et privées sur les écoles expérimentales de la Villeneuve, donc qui ont été recueillies à Grenoble dans différentes institutions. Mon hypothèse dans ce travail, c'est que finalement, l'institutionnalisation de l'innovation pédagogique à l'éducation nationale, elle a amené à une réorientation des pratiques pédagogiques, mais aussi militantes de ces acteurs de l'éducation nouvelle et de l'éducation populaire qui travaillaient dans ces établissements. Et donc, ça a participé d'une certaine manière à une redéfinition de leur projet et au déclin du projet expérimental de Grenoble. Donc, dans un premier temps, je vais quand même vous contextualiser cette période des années 90-2000 qui est quand même une charnière au niveau national et revenir sur ces politiques d'innovation, qu'est-ce qu'elles deviennent, comment elles se construisent. Et puis aussi parler dans un second temps au niveau national de ce qui se passe en termes de militantisme pédagogique autour des écoles expérimentales publiques. Et on verra dans un second temps de la communication, si j'ai le temps, j'espère, ce qui se passe concrètement à la Villeneuve de Grenoble et en quoi les deux se font écho. Donc, pour revenir rapidement sur cette politique d'innovation, dans ma thèse, je montre qu'il y a 3 phases historiques de cette politique. La phase 1, c'est celle de la naissance, dans laquelle naissent les écoles expérimentales de la Villeneuve, c'est celle de l'encadrement des établissements expérimentaux dans les années 1971. Il y a un décret qui va sortir et qui va vouloir harmoniser finalement la politique qui encadre les écoles expérimentales publiques. Donc voilà, la Villeneuve de Grenoble va dépendre de ce traité-là. Et puis, je fais courir cette phase jusqu'en 1984, puisque je considère quand même que les établissements Savary, donc le lycée autogéré de Paris, le LEPMO, etc., sont dans cette phase de la politique d'expérimentation avec des établissements ad hoc. Deuxième phase, c'est celle de l'abandon de cette politique-là et finalement le retour dans le droit commun d'une partie de ces établissements expérimentaux. Donc on a une politique de projet
les projets d'abord d'action éducative, puis les projets d'établissement qui viennent encadrer les innovations pédagogiques. Et la Villeneuve de Grenoble va perdre son statut expérimental pour rentrer dans cette politique de projet-là. Ici, on abandonne l'idée de créer des établissements publics expérimentaux parce que c'est trop coûteux, c'est inefficace, on n'arrive pas à valoriser ces expériences sur tout le territoire. Puis troisième phase, c'est à partir du milieu des années 90, c'est l'institutionnalisation de cette politique d'innovation avec la création d'un bureau central au ministère, le bureau Innovalo, et en même temps une phase où cette politique-là d'innovation est concurrencée par la création du Conseil national de l'innovation et de la recherche scientifique, qui là est porté par des militants des expériences pédagogiques des années 70 et 80 qui promeuvent la création d'établissements expérimentaux et qui vont vouloir concurrencer par la gauche le bureau Innovalo et donc favoriser la création d'établissements. À ce tournant-là de cette phase 3 de l'innovation, il y a un foisonnement d'initiatives pour la création d'établissements expérimentaux qui va apparaître. Et on a toute une série d'initiatives, alors portées notamment par Marie-Laure Viaud, si vous connaissez, qui lance l'association Déclic pour développement expérimental d'un collège-lycée d'initiatives citoyennes. On a aussi des déclinaisons locales, dont à Grenoble, de cette initiative-là. On a des appels et des pétitions, des manifestes pour l'ouverture d'établissements expérimentaux, que ce soit la bannière Ensemble changer l'école en 2001, mais avant, on avait aussi l'association Réveil pour fédérer les initiatives, etc., etc. Je passe rapidement dessus pour vous dire que le répertoire d'action qui est mobilisé ici, c'est un répertoire qui se veut propositionnel. C'est un répertoire d'interpellation de l'opinion. On va médiatiser la cause des expérimentations et on va proposer de créer des établissements. Cependant, ça se distingue des initiatives militantes traditionnelles dans le sens où ce sont des initiatives plutôt éphémères. Donc elles sont portées par des acteurs qui, si l'initiative échoue, disparaissent pour la plupart. Ce sont des organisations aussi très horizontales qui refusent la structuration, mais du coup qui vont difficilement se pérenniser. Et puis, il y a aussi une certaine distance vis-à-vis des institutions militantes traditionnelles, c'est-à-dire que bien qu'une partie des acteurs qui promeuvent ces initiatives soient en fait issus de syndicats, de mouvements pédagogiques, ils ne vont pas s'en revendiquer comme une étiquette. Et notamment, cette distance-là, elle va s'accentuer par le fait qu'on a de nombreux parents d'élèves qui, eux, ne sont pas nécessairement rapprochés de ces institutions-là, qui vont investir ces espaces-là. Et donc, finalement, l'aspect militantisme pédagogique va être un petit peu en retrait dans ces institutions. Leurs revendications, elles sont relativement institutionnelles dans le sens où c'est la revendication d'un droit à exister pour ces écoles expérimentales et donc d'obtenir un label, le label expérimental du Conseil national de l'innovation, etc., etc. Donc on voit ici qu'avec la création d'instruments d'action publique comme les labels, comme tout ce qui est le réseau d'innovation pédagogique locale, les cellules recherche-innovation, les revendications, elles vont se diriger vers ces instruments-là. Les acteurs de la société civile vont se saisir de ces instruments pour revendiquer leur droit à exister, pour être labellisés, considérés comme innovants, etc. Et donc, ils vont devoir se mouler aussi dans le cadre de ces instruments-là. Donc, que se passe-t-il à la Villeneuve à la même période? C'est un peu la question. Donc, au tournant des années 80-90, on a une période... on va dire qu'à la Villeneuve, les militants sont pris dans des rapports de force assez défavorables. Donc, avant de vous parler de cette période-là, je vais juste vous présenter qui sont les militants pédagogiques de la Villeneuve à Grenoble. Donc, ce sont des militants issus de luttes autogestionnaires qui sont soit issus d'associations d'éducation populaire, mais aussi de peuple et culture, j'ai dit des Francas, etc., des éclaireurs, mais qui sont aussi socialisés à des luttes de gauche ou d'extrême gauche, donc ils pouvaient être affiliés à des partis en dehors, des partis plutôt d'extrême gauche, et donc ça a un impact effectivement sur leur pratique pédagogique et aussi sur leur rapport aux politiques et à l'éducation nationale. Au niveau des pratiques, dans les écoles, on a des formes très horizontales d'organisation des écoles, avec un refus de nomination d'un directeur, du fonctionnement en équipe, collégial, etc. Et même au niveau du quartier, un fonctionnement collégial entre les écoles.
Et puis au niveau militant, on a un répertoire d'actions qui est très autogestionnaire, avec un refus des hiérarchies, donc opposition systématique, j'ai envie de dire, à l'inspection académique, refus des inspections, donc avec une proposition d'inspection collective à la place de la nomination d'inspecteurs, etc. Donc on a un rapport très conflictuel à la hiérarchie scolaire et aux politiques. Mais à partir des années 80, en fait, le quartier va connaître une sorte de déclassement politico-institutionnel. Au niveau institutionnel, donc comme je l'ai dit, le quartier perd son statut expérimental, retourne dans le droit commun, donc doit se soumettre à toute une série de nouvelles orientations politiques et donc de nouveaux instruments d'action politique qui vont venir contraindre en fait le projet et les expériences qu'ils vont pouvoir mener, je peux pas développer ici. Et d'autre part, il y a un changement de configuration politique locale. Donc, il y a la droite qui arrive en 83 à la mairie, qui est fortement opposée à ce symbole du socialisme municipal qu'est la Villeneuve. Aussi, un dernier élément, c'est le fait que l'inspection académique et l'administration locale, en fait, gagne en pouvoir avec les différentes réformes de déconcentration et va imposer un certain contrôle sur les enseignants, contrôle qui va se solder par de multiples défaites de la part chez les militants qui ne vont plus réussir à défendre leur modèle pédagogique. Et il y a toute une série de pratiques qui disparaissent, je ne peux pas développer non plus. Donc ils ont vraiment, au tournant des années 90, une position dominée dans le champ politique et éducatif local, mais aussi dans le champ national et au niveau administratif, puisqu'ils doivent finalement adhérer aux nouveaux instruments d'action publique pour perpétuer leurs pratiques. Donc ces nouveaux instruments, c'est les labellisations et notamment le label innovant, qui est octroyé par le Bureau Innovalo ou par le Conseil national de l'innovation. Et donc, leurs mobilisations vont se faire de moins en moins conflictuelles vis-à-vis de la hiérarchie et vont se faire de plus en plus propositionnelles. Ils sont tenus, finalement, d'adhérer à ces dispositifs-là pour perpétuer les pratiques. Donc, au niveau des pratiques militantes, c'est étonnant puisque finalement ce sont les mêmes qui, dans les années 70, faisaient des sit-ins devant l'inspection académique, séquestraient, entre guillemets, parce que c'est les termes journalistiques, un inspecteur d'académie dans leur école, créer des crèches sauvages et des classes sauvages, envoyer leurs enfants en classe verte autogérée, etc. C'est ces mêmes militants qui vont être tenus en fait d'adhérer à ce discours sur l'innovation, sur la labellisation, etc. Donc, alors même qu'ils entretiennent initialement un rapport très conflictuel à la hiérarchie, ils vont être là tenus d'adhérer en fait à des nouvelles normes institutionnelles. Et donc, quand ils vont s'engager dans les années 2000, ils sont à la fin de leur carrière. La plupart commencent à partir à la retraite. Il y en a qui y sont déjà, et ils vont continuer de militer pour les expériences éducatives publiques, mais sous d'autres formes. Et donc, ils vont abandonner complètement ce modèle conflictuel pour adhérer à ce que je vous disais tout à l'heure, ce modèle plus associatif, plus éphémère, de collectifs qui se créent pour défendre une initiative ponctuelle. Et lorsqu'ils le font, ils ne vont plus mobiliser en fait ces étiquettes militantes de l'institut, de l'ICEM ou du GFEN ou de l'école émancipée qui est un syndicat qui était assez présent sur le quartier, mais ils vont le faire en tant qu'experts et donc en tant que détenteurs d'une expertise militante qui est celle en fait de toute leur expertise accumulée au terme d'une carrière de près de 30 ans dans une école expérimentale publique. Et donc, ils vont mobiliser principalement cette étiquette-là et invisibiliser leur héritage politique. Je pense qu'il faut que je conclue assez rapidement. Mais donc, l'idée, c'est que les militants de la Villeneuve vont adopter ces instruments d'action publique. On va avoir toute une série d'actions. Donc, la première, c'est qu'ils vont créer la déclinaison locale de Déclic en Déclic 38, où ils vont proposer la création et la labellisation du collège expérimental de la Villeneuve par le Conseil de l'innovation. Ils vont demander la reconnaissance, en fait, par l'État du caractère innovant de leurs pratiques pour obtenir une certaine légitimité et une pérennité garantie par l'institution, en fait. Mais certains d'autres vont carrément opérer des reconversions, donc c'est-à-dire au sens des reconversions militantes, au sens de Sylvie Tissot, c'est que cette expertise militante et pédagogique qu'ils ont accumulée tout au cours de leur carrière, ils vont en faire usage en investissant
les dispositifs locaux d'innovation en devenant formateurs, en travaillant à l'inspection académique, ce qui peut quand même être relativement surprenant, pour promouvoir l'innovation et donc pour accompagner des nouvelles innovations dans les cellules recherche-innovation, enfin ce qui s'appelait à l'époque les cellules recherche-innovation et ce qui sont aujourd'hui les CARDI. Voilà. Donc, à la différence des textes qu'on pouvait lire à l'époque, les pétitions qu'ils vont transmettre sont des pétitions principalement propositionnelles, je vais conclure là-dessus, et beaucoup moins conflictuelles ou agonistiques dans leur rapport aux politiques et à l'institution scolaire. Donc je m'excuse d'avoir été très évasive et d'avoir pas pu donner tous les exemples que j'aurais aimé donner et qui étaient dans le PowerPoint. Mais pour conclure, voilà. Donc l'idée c'est que ici, je veux pas dire que la transformation des politiques publiques a été l'unique facteur de déclin finalement des pratiques pédagogiques militantes de la Villeneuve de Grenoble, mais en tout cas, on peut pas nier qu'il y a eu un effet de ces politiques-là et de l'institutionnalisation de l'innovation pédagogique sur leurs pratiques et sur leur rapport à l'éducation nationale et aux politiques. Et donc, ça nous permet de questionner plus largement, en fait, ce que questionnent beaucoup de chercheurs sur les mouvements sociaux, qui est la question de l'institutionnalisation. À partir du moment où une mobilisation, un mouvement est reconnu par l'État, finalement, et que les revendications sont intégrées par l'État, alors elles perdent de leur caractère conflictuel et contestataire pour plein de raisons que je peux pas développer, mais en tout cas, là, on a un exemple assez illustratif de cette institutionnalisation. Voilà, merci beaucoup.